Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même? Très bien aussi. Aujourd'hui, tu vas nous entretenir en première partie, puis cette fois-ci, on a été plus sage que la dernière fois avec Defender for M365. On sépare en deux, fait qu'on va faire une première phase, tout le volet DLP de M365 qui nous sert justement à contrôler, on va faire la base, justement pour donner les choses. Puis on va en deuxième partie, on va faire les éléments un peu plus sophistiqués qui viennent avec. Je vais te laisser amorcer cette belle démonstration. Oui, ben en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on fait une petite mise en bouche de DLP qui veut dire Data Leak Prevention. Donc, la fonctionnalité au final de Microsoft 365 pour aller détecter et prévenir tout ce qui est exfiltration de données. Typiquement. Mais la solution permet tout de même, là, même sans parler nécessairement d'exfiltration de données, d'aller détecter ce qui est présent en termes de données sensibles au sein de votre environnement. Donc, un service qui peut être très pertinent, qui est relativement simple, entre guillemets, à déployer, dans le sens que c'est facile à mettre en place dans la console, mais du moment où on va le voir un peu plus tard, là, mais du moment où on tombe en mode plus préventif, évidemment que ça devient un peu plus compliqué. Mais donc, on va regarder, comme Nicolas Loïc l'a mentionné, la base aujourd'hui. Quand on dit la base, c'est parce que, évidemment, il y a des concepts un peu plus avancés avec le DLP de Microsoft 365 qui nous permet d'aller... on dit Microsoft 365, mais ça permet de se rendre jusqu'au poste. C'est pas exclusif à tout ce qui est service de collaboration, Office 365, etc. Et puis, comme on l'avait dit, on en avait discuté un petit peu là, à la fin de l'année dernière, lorsqu'on s'est entretenu par rapport au Ignite 2022, ben on voit que Microsoft met beaucoup d'amour sur ce service-là, continue à déployer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles façons de le déployer, puis beaucoup de granularité dans la façon d'aller justement détecter et prévenir les fuites de données. On peut même aller rentrer des imprimantes là-dedans, puis aller faire des règles sur telle imprimante a le droit d'imprimer des données sensibles, puis telle autre non. Donc, tout ça pour dire que ça peut aller très loin, mais aujourd'hui, on se concentre sur les concepts de base et la façon la plus facile d'aller le déployer rapidement dans votre environnement. Alors donc, vous pouvez voir à l'écran déjà que on se dirige vers le portail compliance.microsoft.com, donc toute la suite de services relatifs à la conformité se retrouve ici. Et on... Oui, ouais, puis maintenant, sur le vocable de Purview, là, qui rassemble beaucoup ces éléments-là, dans la grande tradition de Microsoft, ils ont renommé ces éléments-là sous ce sigle-là pour le temps que ça va durer. Là. En effet, oui. Purview, ben c'est ça, tout s'appelle Microsoft Purview là-dedans, même si c'est écrit nulle part à gauche, là, mais c'est tout du Microsoft Purview Information Protection, etc. En effet. Data Loss Prevention, ce que vous devez savoir, en fait, c'est que la grande majorité, en fait, des gens peuvent aller déployer des éléments dans ce service-là parce que ça prend pas, comme malheureusement beaucoup de services de sécurité Microsoft 365, ça ne prend pas une licence à tout casser, là, ça prend pas une M365 E5, mais bien évidemment que y a des fonctionnalités supplémentaires qui viennent avec des licences supplémentaires. Mais tout ça pour dire que les chances sont très bonnes que vous puissiez quand même aller mettre en place des éléments là-dedans. Surtout pour ce qui est de ce que je vais montrer aujourd'hui en termes de fonctionnalités de base. Donc, vous pouvez voir dans mon interface ici que j'ai déjà 4 règles qui sont là. Ça, c'est parce que je me suis monté un petit environnement de démonstration, mais naturellement, lorsque vous arrivez ici, s'il n'y a rien qui a été mis en place, vous avez 0 politique de déployer. Et c'est dans cette section-ci que on peut aller créer des stratégies. Les stratégies de DLP peuvent être faites de plusieurs façons.
à la base, lorsqu'on tente de se créer une stratégie de DLP, ça va nous offrir ici d'utiliser des gabarits pour nous faciliter la vie. Typiquement, là, dans les premières stratégies de DLP que souvent les organisations vont vouloir déployer, juste pour commencer, évidemment, en mode audit, là, sans bloquer rien, juste pour voir qu'est-ce qui circule dans l'environnement. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est on peut aller filtrer par pays. Là, on peut aller Canada ici, puis on peut aller dire, on va mettre Canada Financial Data, par exemple, qui va nous permettre de voir tout ce qui est carte de crédit, tout ce qui est numéro de compte de banque canadien. On peut avoir des informations médicales relatives à la santé. Donc, ici, il inclut là-dedans notamment le numéro de passeport, là, pour des raisons un peu obscures. Ensuite de ça, tu as le numéro d'assurance sociale, Health Service Number, puis Personal Health Identification Number. Et tout ce qui est côté privacy, là, on peut se baser sur les différents gabarits ici pour avoir l'ensemble de l'œuvre. Tant numéro d'assurance sociale, passeport, etc. Oui. Pour ce qui est, en tout cas, parce que moi, mon information date déjà quand même de plusieurs années, le NAM, le numéro d'assurance maladie du Québec, n'était pas intercepté par ces templates-là. Il fallait qu'on le crée manuellement. Est-ce que tu sais si c'est encore le cas? C'est effectivement encore le cas. Il y a malheureusement, c'est ça, en effet, des éléments comme ça qui sont limités. Je vous dirais, je pense qu'une bonne chose à dire là, pour commencer aussi, j'ai vu dans plusieurs cas des gens qui voyaient ce service-là comme étant quasiment là, miraculeux, là, dans le sens qu'il y a des organisations parfois qui croient qu'en déployant le DLP, on va vraiment venir empêcher l'exfiltration de données, là, puis que ça va être une mesure incroyable. Faut pas le voir comme ça parce qu'on va être déçu, c'est certain. Là. C'est une couche de sécurité supplémentaire intéressante qui va surtout servir, en tout cas à mon sens, là, qui va surtout servir à titre de sensibilisation puis de détection de ce qui se passe, mais qui va faut pas le voir comme étant une solution qui va permettre d'empêcher de l'exfiltration de données, surtout pas si c'est un attaquant là, qui tente intentionnellement d'exfiltrer de la donnée, parce que typiquement, il va encoder la donnée. Il peut faire un paquet de choses qui vont permettre de carrément outrepasser les mesures de détection du DLP de Microsoft 365. C'est assez simple là, de faire en sorte que quelque chose ne soit pas détecté là-dedans. Ouais, il faut une montée en compétence ou en maturité pour l'usage de ces éléments-là. Pour l'avoir vu déployer, moi, ça date quand même. C'est pour ça que je posais la question, puis ça fait plus que 2 ans que j'ai pas touché à ça. Et quand j'avais déployé, effectivement, t'as des surprises. Ça, c'est toujours la partie très drôle. Puis la deuxième, il faut que tu montes tes gens en maturité avec ça, parce que faut que tu vois ce que tu détectes, tu raffines tes règles pour tes besoins qui sont spécifiques. Mais c'est beaucoup plus, pour moi, ce que j'ai vu, puis ça rejoint ce que tu dis, plus pour aider les employés de l'entreprise à pas faire des erreurs, à pas envoyer des numéros de carte de crédit par courriel, pas stocker des données qu'ils ne devraient pas, plus que d'éviter qu'un malveillant arrive. Parce que le malveillant, c'est une autre stratégie, c'est d'autres affaires, d'autres outils qu'on va utiliser pour limiter les dommages qu'il peut faire plus qu'un DLP, là. Oui, exactement. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de types de documents différents et en l'ayant testé de façon relativement exhaustive, là, je vous confirme que tu prends une liste de numéros d'assurance sociale, tu la mets dans un document Word, tu la mets dans un PowerPoint, tu la mets dans un fichier texte, tu n'auras pas nécessairement la même capacité de détection, même juste en changeant de type de fichier. Ça m'est arrivé là, qu'un Excel soit détecté et qu'un PowerPoint non, alors que la donnée est exactement la même. Donc, c'est ça. Le but n'est pas de discréditer le service, mais c'est juste d'être conscient de ses limites et de ce à quoi il sert. Ça vaut la peine de le déployer. Maintenant, c'est ça. Pour tout ce qui est attaquant, tentative d'exfiltration volontaire, etc., c'est d'autres mesures qui doivent être considérées. Bref, petite parenthèse. Tout ça pour dire que ici, c'est là qu'on peut se baser sur des gabarits présents. Donc, comme je vous le mentionne, tout ce qui est relatif à l'information personnelle canadienne, financière canadienne, etc., c'est souvent ce qu'on va mettre en place.
Euh, il y a moyen de s'en faire des personnalisés avec ici la catégorie custom si on ne souhaite pas se baser sur un gabarit. Puis autre point à noter, il y a ici la catégorie, on peut filtrer pour European Union et il y a moyen là, d'utiliser cette catégorie-là pour aller chercher ce qu'ils appelle le General, le GDPR Enhanced. Là. Donc, ils ont mis en place un gabarit pour aller chercher et détecter tout type de données euh, relatives à l'Union européenne. Et quand je dis tout, là, je vous le montrerai un peu plus tard, mais on peut voir comment ils ont mis beaucoup de types de données sensibles différentes. Là. La liste est très longue. Donc, si je vous montre un petit peu, ça donne quoi, par exemple, si on prend le gabarit de données personnelles canadiennes basées sur le PIBDA, par exemple. Bon, évidemment, on peut donner un nom à notre stratégie, changer la description, etc. Là, je ne toucherai pas à ça aujourd'hui. Async Admin Units, c'est en mode preview, les Admin Units, mais c'est simplement l'idée qu'on peut aller identifier des unités d'affaires sur laquelle ça va s'appliquer ou non. Donc, c'est un concept qui est beaucoup plus large là, que le DLP, les Admin Units. On ne rentrera pas trop dans le détail là-dessus aujourd'hui, mais on peut en créer dans Azure Active Directory puis utiliser les unités d'affaires pour aller appliquer différents types de contrôles à travers les environnements Microsoft 365 sur les unités d'affaires. Donc ici, je le laisse juste à tout le monde. Et ici, bon, on peut aller sélectionner sur quel emplacement on souhaite que notre stratégie s'applique. Pour aujourd'hui, étant donné qu'on couvre la base, je vais aller désélectionner les éléments suivants. Donc, tout ce qui est appareil en tant que tel, tout ce qui est Defender for Cloud Apps et répertoire on-premise, je les ai décochés. Donc, en gros, ce que notre stratégie va faire en ce moment, c'est d'aller regarder les données personnelles canadiennes sur les services cloud Microsoft 365. Donc, on parle ici d'Exchange, SharePoint, OneDrive, et Teams. À noter que Teams est disponible seulement avec des licences E5. Puis évidemment, bon, ici, on peut aller mettre en place des exclusions au besoin. Une fois qu'on a été indiqué nos différents emplacements, on peut aller simplement faire une revue de ce qui va être surveillé. Donc ici, étant donné que j'ai sélectionné le gabarit de données personnelles canadiennes, vous pouvez revoir la liste des types de données sensibles qui sont disponibles. Je vais rentrer un petit peu plus dans le concept de qu'est-ce qu'une donnée sensible pour Microsoft 365 dans pas long après avoir fait ça. Mais bref, on voit la liste ici. Et on peut aller personnaliser nos règles DLP en tant que telles en cliquant ici sur Create or Customize Advanced DLP Rules plutôt que de simplement les laisser par défaut. Personnellement, c'est quelque chose que je fais pratiquement tout le temps, d'aller les personnaliser un petit peu. Quand on rentre dans la personnalisation de ce que le gabarit nous a pré-marché, on voit ici que par défaut, il va nous créer deux règles au final. On est en train de faire une stratégie, mais il y a différentes règles qui s'appliquent au sein d'une même stratégie. Puis ici, il y a deux règles. On peut en ajouter, on peut en enlever. Les deux règles par défaut, c'est une règle de bas volume et une règle de haut volume. Ce qu'on entend par là, si on rentre dedans, par exemple, on va rentrer dans celle de bas volume ici. On peut voir tous les paramètres qui définissent notre règle. On revoit ici nos différents types d'informations sensibles. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est les conditions de détection. Donc, dès que ici, la règle détecte qu'il y a nos données personnelles canadiennes, avec un niveau de confiance moyen, et là, les niveaux de confiance sont un petit peu plus expliqués là, en cliquant sur le i ici, là, mais en gros, c'est tel que tel.
Puis on peut indiquer le nombre d'instances qui sont détectées. Donc ici, pour ça, on est dans la règle low volume. Donc bas volume, ça implique que par défaut, 1 à 9 instances soient détectées. Donc si au final, il y a 1 à 9, par exemple, numéro de permis de conduire canadien qui est détecté dans un document ou dans un courriel, eh bien, c'est la règle de low volume qui va être triggeré en bon français. Comment qu'on activé. Déclenché. Déclenché, ouais, merci. Et les actions qui s'en suivent, dans le fond, vont dépendre de cette règle-là. Donc ici, on a une deuxième condition, ça dit and content is shared from Microsoft 365 with people outside my organization. Donc ici, ça va seulement être déclenché dans le cas où c'est envoyé vers l'externe de l'organisation. Autrement dit, toutes les communications internes vont pas générer de déclenchement sur cette règle-là. Encore une fois, on peut aller gérer des exceptions ici. On peut ajouter différents types d'actions pour la règle. Bon, ici, il y a seulement qu'une option qui est de chiffrer ou de restreindre l'accès, étant donné qu'on est dans une règle qui couvre seulement les emplacements Office 365, mais selon les types d'emplacements qu'on a, les actions vont changer aussi. Et ici, on a tout le volet alertage, notification et tout ça dans la section plus bas. Au niveau des notifications utilisateurs, cette règle-là va informer les utilisateurs, puis ça le dit ici, help educate them. Donc, comme je l'ai mentionné, l'objectif, c'est de sensibiliser. Donc, ça va aider à éduquer les utilisateurs par rapport au fait que, hey, tu as tel type de données sensibles dans ton document, dans ton courriel, fais attention. Donc, ça va leur permettre de voir ça. Typiquement, là, ça va, dans un document Word, par exemple, ça va afficher une petite bannière au-dessus du document. Puis même chose pour les courriels là, dans la partie du haut, tu as la bannière qui va apparaître du moment où il détecte qu'il y a ce type de données-là, par exemple. Ensuite de ça, au niveau notification par courriel, on peut aller déterminer qui va recevoir une notification par courriel s'il y a ce type de données-là qui est communiqué ou partagé. Donc, encore ici, il y a un moyen de personnaliser pas mal. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup d'options de personnalisation pour tout ce qui est notification et façon de communiquer le fait que ça a été détecté. On peut personnaliser même aussi le texte du courriel, le sujet du courriel. Ce qui est pas super, par contre, d'expérience là, en personnalisant le texte, par exemple, c'est que, tu sais, par exemple, ici, on a quand même 6 types de données sensibles qui peuvent être détectées. Par défaut, sans personnaliser le texte du courriel de notification qui est envoyé, ben, le courriel va indiquer quel type qui a été détecté à l'utilisateur, puis dire, par exemple, ben, il y a des numéros de permis de conduire qui ont été détectés dans ton document, etc. Tandis que si on personnalise, ben, il n'y aura pas moyen là, d'aller indiquer quel type précis de données sensibles qui a été détecté. Donc, moyen aussi d'aller ajouter même un URL à l'utilisateur pour aller l'informer là, des politiques de l'organisation par rapport à l'utilisation de ces types de données-là, etc. Donc, ça, c'est pour le volet de notification. Ensuite de ça, pour tout ce qui est user overrides, ben ici, c'est pas tant applicable dans la règle low volume, dans le sens que ça va permettre c'est qu'on donne le droit à l'utilisateur d'outrepasser les contrôles qu'on va mettre, notamment tout ce qui est relatif aux restrictions qu'on pourrait mettre en place. Surtout, on va le voir là, au niveau du haut volume, mais on peut dire, ben justement, on va bloquer la communication du courriel ou le partage du document parce qu'il y a trop d'instances de données sensibles dedans. Mais on pourrait aller faire en sorte ici qu'on permet à l'utilisateur d'outrepasser ça, mais de demander une justification, par exemple. Ou automatiquement, si l'utilisateur indique que c'est un faux positif, etc.
Mis à part les capacités de notification aux utilisateurs, on a le volet Incident Reports ici qui permet d'aller envoyer un rapport d'incident, comme ça le dit, aux administrateurs. Encore une fois, on peut aller personnaliser toute cette section-là pour aller indiquer quel niveau d'alerte on souhaite que le rapport soit envoyé. Donc ici, étant donné que c'est du low volume, c'est mis à low par défaut. Parfois, il y a des organisations qui vont carrément souhaiter plutôt de mettre ça à off puis de ne pas recevoir de rapport d'incident. Puis étant donné que c'est du low volume, juste aller valider là, comme un point de contrôle régulier dans l'interface de compliance.microsoft.com pour voir dans les rapports ce qui a été détecté sans nécessairement recevoir de rapport d'incident en tant que tel. Donc, c'est à votre convenance selon comment vous voulez gérer ça puis recevoir les alertes. Il y a moyen de dire ici aussi, je reçois une alerte chaque fois que il y a une activité qui correspond ou qui déclenche la règle, ou sinon on peut dire, écoute, je vais en recevoir juste pour un certain nombre d'activités déclenchées ou pour un certain volume en mégabytes, etc. pour une durée de temps X. Donc, on peut paramétrer aussi c'est quoi les barèmes là, d'envoi de rapports d'incident. Ici, par défaut, le rapport d'incident est envoyé aux administrateurs. Maintenant, on peut aller modifier ça pour faire en sorte que, comme c'est le cas pour plusieurs organisations que j'ai vues, une boîte de courriel de sécurité. Donc, souvent, on peut avoir des boîtes de courriel partagées pour recevoir les notifications Microsoft 365 ou ce genre de choses-là. Si vous avez ça, vous pouvez aller le mettre ici. Et finalement, il y a la dernière petite option ici qui permet d'arrêter de processer d'autres règles de DLP par rapport à l'activité présente, là, si jamais cette règle-là est détectée. Donc, ce que ça va faire concrètement, c'est que si on a plusieurs stratégies, plusieurs règles DLP qui pourraient s'appliquer à l'activité qui est scannée, du moment où cette règle-là le détecte, si on coche ici, il n'y a plus rien d'autre qui va être scanné pour cette activité-là. Donc, c'est ça le but ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent être modifiés. Ça, c'était juste pour la première règle de low volume. Le high volume, très rapidement, là, c'est le même concept, mais comme vous pouvez voir, au niveau des instances, plutôt que d'avoir 1 à 9, on tombe à 10 jusqu'à NI. Donc, du moment où on tombe avec 10 numéros de compte de banque canadien dans un courriel, dans un document, ça va déclencher plutôt cette règle-là avec les actions qui sont cette fois-ci un peu plus restreignantes, évidemment, étant donné on parle d'un haut volume. Donc, ici, on parle de restrict access or encrypt the content, comme je l'ai montré tout à l'heure, puis ça va faire en sorte qu'on va bloquer, comme c'est écrit ici, le block users from receiving email or accessing shared SharePoint, OneDrive and Teams files. Puis on a l'option, dans le fond, d'aller bloquer la réception du courriel ou le partage pour tout le monde ou seulement pour les gens à l'extérieur de l'organisation, qui est le cas le plus typique. Et le reste, c'est tel que tel, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'il y a un niveau d'alerte différent pour le rapport d'incident, évidemment, qui est mis à high plutôt que à low. Et par défaut, le courriel en tant que tel aux administrateurs est activé. Ensuite de ça, en termes de mode de politique, c'est certain qu'on recommande tout le temps de le tester en premier. Il y a l'option Test it out first. Même si on est en train de tester, il y a moyen d'aller faire en sorte que les policy tips, donc les petits trucs pour les utilisateurs en termes de sensibilisation s'affichent quand même. L'idée, c'est que ça ne va pas aller rien bloquer, là, étant donné qu'ici, on a dans nos règles une règle qui va aller
faire de la restriction en termes d'envoi de courriel et de partage avec notre high volume. Donc, c'est sûr que c'est du moment où on crée des stratégies qui ont aucun impact là, en termes d'action restreignante, on peut carrément aller faire un turn it on right away à ce niveau-là. Mais pour la règle qui nous concerne actuellement, on va toujours recommander d'aller la tester d'abord pour être en mesure de valider le comportement que ça aurait eu, à quel point ça aurait pu bloquer des éléments. Des fois, on peut être surpris. La quantité de données qui peut être détectée. Surtout, ça dépend des types de données sensibles qu'on utilise. Tu sais, tout ce qui est numéro d'assurance sociale, en général, ça va quand même bien, pas trop de faux positifs selon mon expérience, mais il y a des types de données sensibles lorsqu'on parle plus de tout ce qui est compte de banque. Ça, j'ai vu quand même plus de problématiques. Là, c'est sûr que du moment où on tombe dans des éléments comme des adresses personnelles, ce genre de choses-là, j'ai des organisations qui ont tenté de mettre ce type de détection de données sensibles-là en place, puis c'est devenu complètement hors de contrôle assez rapidement. Là. Il se met à détecter énormément de choses. Puis, non, c'est ça. Donc, ouais, puis c'est juste dans les signatures des courriels dans lesquels on met des adresses, ça vient élever des alertes pour rien. Fait que beaucoup de nos habitudes qui malheureusement rentrent en conflit avec ce genre de règles-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment, puis ça on parlait de maturité, tester, grandir avec ça parce que ça sera pas nécessairement facile dans les premiers temps quand on déploie ça à partir de zéro. Là. Non, exact. Puis il faut savoir aussi que ça prend en compte l'activité de détection se fait sur l'ensemble de la chaîne de courriel. Là. Donc, pour vous donner un exemple, là, justement, quelqu'un envoyait un courriel puis avait son adresse dans sa signature, par exemple. Puis là, quelqu'un répondait, quelqu'un d'autre répondait. Ça fait 2 détections parce que le courriel est encore dans la chaîne. C'est ça, ça fait un effet boule de neige de même. Là. Ouais. Donc, une fois que tout ça est fait, on peut seulement faire un petit submit, puis ça va aller se déployer. Une chose à savoir par rapport au test de DLP, là, si vous cliquez là-dessus, sur le bouton submit, là, attendez-vous pas à ce que ça soit en place, up and running, facile à tester immédiatement. Évidemment, comme beaucoup de choses dans le cloud, il y a un certain délai. Là. Donc, vous pouvez aller vous prendre un café, faire un autre dossier, aller dîner, quelque chose, puis retester plus en après-midi, là, parce que c'est pas instantané. Et bon, du moment où ce que c'est déployé, on le voit ici dans l'interface, ça nous dit que elle est en mode test. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme je vous l'ai dit, typiquement, aller créer des stratégies comme ça pour tout ce qui est données financières et données personnelles en mode sans bloquer. Là, c'est très simple à faire. Vous pouvez aller le faire dans votre environnement rapidement, sans impact. Puis ça peut vous donner une idée là, de ce qui est présent au sein de au moins vos services de collaboration assez facilement. Par rapport à la détection, un petit point à noter. Donc ici, dans la section Data Loss Prevention, on va créer nos politiques dans Policies. Maintenant, quand on monte un peu plus en haut, à gauche, il y a la section Data Classification dans le portail de conformité Microsoft. Et là-dedans, ben, on a différentes sections d'intérêt, notamment, bon, on a le Activity Explorer. Et ici, bon, je n'ai rien dans mon environnement, mais ce que ça fait, Activity Explorer, c'est que ça vous permet de voir justement un graphe qui vous indique ce qui a été détecté dans votre environnement pour les différents services, différents types de données sensibles. On peut filtrer. Il y a quand même plusieurs façons de filtrer pour aller chercher l'information qu'on veut. On peut aller un peu plus loin dans le temps aussi. Là. Par défaut, il nous donne une semaine, mais il y a moyen de descendre jusqu'à 30 jours pour aller voir ce qui a circulé dans l'environnement.
Par expérience, là, on vient de déployer dans l'environnement la stratégie de données personnelles canadienne. Du moment où la règle va commencer à fonctionner, on va le voir, on va voir ici que il y a un comportement un peu différent là, pour ce qui est documents dans SharePoint, OneDrive, comparativement au courriel dans Exchange. Là. Du moment où la règle commence à fonctionner, il y a un gros boom habituellement là, qui se fait pour tout ce qui est SharePoint et OneDrive, parce que de la façon qu'il fonctionne au niveau de l'explorateur d'activité, il va faire une entrée pour chaque document qu'il détecte avec selon les règles qu'on a mis en place. Et donc, tous les documents dans SharePoint et OneDrive qui vont déclencher la règle vont générer une activité en date d'aujourd'hui. Donc, des fois, j'ai des clients là, qui font le saut. Là. Du moment où on active les règles, tu t'en vas ici et tu vois une grosse barre qui dépasse, qui dépasse tout le reste. C'est simplement que du moment où on active une règle, ben, elle va scanner l'environnement, puis ce qui est détecté dans SharePoint OneDrive va faire quand même habituellement là, un gros boom au niveau des activités en date d'aujourd'hui. Puis tout ce qui est Exchange au niveau des courriels, ça, c'est plutôt à la communication que ça va être détecté. Donc, il n'y a pas ce type de boom-là là, pour Exchange. Ouais, ben c'est ça un peu ce que je mentionnais aussi, puis on a parlé plus récemment, il y a toujours une surprise à l'activation de ces règles-là. Fait qu'il faut être très, très prudent à la vitesse où on le fait parce que, étonnamment, les gens sont peu conscients à quel point il y a de ce genre de données-là qui vivent dans nos environnements. Et donc, effectivement, ça l'amène la surprise que tu mentionnes, que c'est tout un coup, pouf, on est dans un univers rempli parce qu'il a fait son premier balayage, parce qu'il a découvert plein d'affaires. Fait qu'il faut y aller comme par petite bouchée. Comme au moment où j'allais faire petite bouchée. Exactement. Et puis c'est ça, le comportement n'est pas exactement pareil non plus entre SharePoint OneDrive et Exchange, comme je le mentionnais. Au niveau d'Exchange, c'est vraiment à la communication du courriel là, que ça va être scanné. Ça va pas être at rest là, dans la boîte courriel. Ça va pas être c'est ça va pas être détecté là, s'il y a des utilisateurs qui ont ce type de données-là. Il va pas avoir de bloc ou quoi que ce soit là, qui va apparaître ici. Tandis que SharePoint et OneDrive, ben, l'ensemble est scanné et génère ces activités-là ici. Et puis, on le voit dans l'interface typiquement là, du moment où ce que c'est détecté. Si on va regarder un document SharePoint pour lequel il y a des données sensibles qui a été détecté, ben, dans la liste des documents, on peut voir une petite icône qui nous indique dans l'interface qu'il y a des données sensibles dedans. Donc, c'est ça, l'Activity Explorer, quand même intéressant à savoir, là, ici, étant donné qu'on a pas notre règle en place, on voit rien malheureusement, mais il y a moyen aussi d'aller ajouter d'autres éléments de filtrage. Quelque chose que j'aime parfois aller regarder, c'est Sensitive Info Type. On peut aller aussi carrément y aller par règle, il me semble, si je ne me trompe pas. Rule, ouais, c'est ça. Il y a Rule ici, donc en cliquant sur Rule, on peut aller filtrer pour voir les activités. Bon, là, notre règle n'est pas là, mais c'est ça. On pourrait aller filtrer sur notre règle puis aller voir juste ce qui est relatif à la règle qu'on a déployée. Donc, voilà pour l'explorateur d'activité. Maintenant, si je rentre un peu plus dans ce que je disais tout à l'heure, les types de données sensibles. Bon, ici, on a les trainable classifiers. Donc, c'est pas des étiquettes, mais des données, en fait, là, des types de données que Microsoft 365 va être en mesure d'apprendre à détecter au final là, dans l'environnement. On ne rentrera pas dans ce concept-là aujourd'hui ou dans la création de trainable classifiers personnalisés, mais il y a moyen d'aller lui dire, bon, tu peux scanner mon environnement pour détecter ce qui est disponible. Au niveau des types de données sensibles, qu'est-ce qu'un type de données sensibles pour Microsoft 365? Vous voyez la liste ici. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont disponibles par défaut comme
types de données sensibles. Et si on regarde au niveau Canada, en recherchant en haut à droite, vous pouvez voir notamment les types de données qu'on a utilisés pour nos règles notre règle de tout à l'heure. Donc, concrètement, les types de données sensibles, c'est ce qui est utilisé au final là, dans les règles DLP pour aller lui indiquer en termes de conditions là, ce qu'on souhaite qu'il détecte ou non pour aller déclencher nos règles. Donc, comme Nicolas Loïc l'a mentionné tout à l'heure, par exemple, pour tout ce qui est numéro de carte d'assurance maladie québécoise, ou pour n'importe quel autre type de données sensibles un peu plus personnalisées que vous pourriez avoir au sein de votre organisation, on peut aller se créer des types de données sensibles ici. Ça, je l'ai vu particulièrement dans un contexte gouvernemental, notamment pour tout ce qui est documents protégés A, protégés B, etc. C'est pas là par défaut dans les types de données sensibles, mais on peut aller se créer des données sensibles comme ça pour aller détecter, par exemple, des documents où il y a une mention protégée B, par exemple. Ce genre de choses-là. Donc là, ici, bien important d'aller indiquer clairement c'est quoi notre type de données sensibles et sa description. Et il y a différentes façons pour aller lui dire c'est quoi le pattern à détecter, avec quel niveau de confiance on considère que ce qu'on va mettre ici permet de détecter le type de données sensibles. Au niveau des 4 façons qui sont mises à disposition pour faire la détection, on a évidemment des expressions régulières qu'on peut aller mettre en place. Et ils nous en donnent même par défaut des expressions régulières. Donc, ils nous mettent à disposition au final les expressions régulières qui sont utilisées par Microsoft 365 pour leur type de données sensibles qui sont déjà préfaites. Donc, on peut reprendre des regex qui sont mises à disposition ici pour aller se bâtir notre propre façon de les détecter au final. On peut y aller vers liste de mots-clés. Encore une fois, on peut réutiliser des listes qui sont disponibles, qui sont mises à disposition par Microsoft. On peut aller indiquer case insensitive, case sensitive. On peut faire différents groupes de mots-clés. Il y a la notion de dictionnaire de mots plutôt que de liste de mots-clés. Et on peut utiliser des fonctions. Les fonctions ici, au niveau de la documentation Microsoft, si je me souviens bien, les fonctions c'est documenté là, qu'est-ce que chaque fonction fait. C'est pas assez clair directement dans l'interface de Microsoft. Puis on a même un petit peu là, d'exemples ici, puis de ce qui peut être détecté ou non. On peut aller lui indiquer la proximité pas des caractères. Ouais, c'est des caractères en français, c'est ça. La proximité des caractères pour la détection. Donc, on peut aller lui dire n'importe où dans le document, je veux à toutes les fois que tu me le détectes, ou sinon, on peut lui indiquer un certain niveau de proximité entre les différents caractères qu'on va détecter ici. Puis on peut aller lui donner d'autres éléments pour aller venir en support. Dans le fond, tu as primary elements, là, qui est vraiment l'élément principal de notre type de données sensibles, ce qu'on va vouloir qu'elle détecte. Puis on peut lui ajouter des éléments en support supplémentaires et on peut faire ce qu'on appelle les additional checks ici pour aller exclure des valeurs spécifiques. Donc, c'est souvent une question qui me revient, c'est ma règle DLP fonctionne bien. Maintenant, il y a certains faux positifs, il y a des éléments qui reviennent tout le temps puis que je suis pas capable d'arrêter de détecter alors que je voudrais plus que ce soit détecté dans mon environnement. La façon la plus simple de le faire, selon mon expérience en tout cas, là, c'est d'aller créer un type de données sensible qui va aller refaire exactement le même comportement que ce que la règle DLP qui nous satisfait fait déjà, mais d'aller ajouter un additional check puis de mettre en exclusion les éléments qu'on souhaite plus qu'ils soient détectés.
Donc, si on peut y aller par préfixe aussi, par suffixe pour l'inclusion ou l'exclusion, ce genre de choses-là. Donc, encore une fois, énormément de personnalisation. Vous pouvez aller jouer là-dedans longtemps pour voir qu'est-ce qui convient le mieux. C'est la façon de faire aussi pour aller ajouter des types de données sensibles si vous voulez détecter des données plus de nature plus spécifique là, à votre organisation. Puis habituellement, il y a moyen d'aller faire quelque chose de pas pire avec ça. Donc, si, mettons, je prends une fonction au hasard, là, juste pour pouvoir compléter ici, je vais faire un beau petit create. On a notre premier pattern, puis encore une fois, on peut aller par différentes couches. Là. Donc, ça, c'est notre pattern numéro 1, mais on pourrait se créer différents patterns pour le même type de données sensibles avec différents niveaux de confiance à la détection, par exemple. Donc, on pourrait dire données de type numéro de carte de crédit, on pourrait lui dire niveau bas de confiance dans certains scénarios, mais niveau haut de confiance, si jamais tu détectes que en termes de préfixes, par exemple, on a les préfixes très connus là, de Visa, Mastercard, etc. Exemple comme ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, ici, bon, j'ai fait mon type de données sensibles de test. Du moment où c'est créé, l'idée, c'est seulement qu'on peut, de la même façon que je vous l'ai déjà montré, retourner dans l'interface de création de règles de DLP et dans nos conditions, plutôt que d'aller chercher les différents types de données sensibles canadiennes, on pourrait aller ajouter ou sélectionner, en fait, là, ce type de données-là. Donc là, il n'y a pas de l'air super rapide en ce moment pour la création, mais c'est ça l'idée. Voilà. Donc si je vous montre, là, mettons qu'on y retourne. En cliquant sur Edit, ici, on peut se rendre jusqu'à notre règle. Puis là, je peux aller lui ajouter un Sensitive Info Type. On peut rechercher. Je l'ai nommé Test. On le voit ici. Puis on voit que c'est pas Microsoft qui l'a créé. Donc on peut voir un peu plus facilement là, qui a fait les différents types de données sensibles. Et voilà ici, on peut voir mon type de données sensibles apparaître. À noter que, comme vous pouvez le voir ici, là, dès qu'on vient éditer les règles, ça met par défaut en termes d'instances détectées 1 à NI. Donc, étant donné qu'ici, on est à bas volume, juste attention de modifier à 9, par exemple, ici, là, pour que ça convienne bien à notre règle. Et finalement, le dernier point que je voulais montrer ici, toujours dans la section Data Classification, en haut à gauche, là, on vient de voir les types de données sensibles. On a vu l'explorateur d'activités qui nous permet de voir les différentes activités de détection qui ont été faites dans l'environnement. Content Explorer, c'est un autre endroit assez intéressant qui va nous permettre d'aller voir ce qui a été détecté à haut niveau là, seulement que dans les environnements Exchange, SharePoint, OneDrive et Teams, par contre. Donc, même si j'avais été mettre en place des règles DLP pour tout ce qui est endpoint, device, etc., on le verrait pas ici. Ça, c'est vraiment pour la portion cloud seulement. Puis, on peut aller regarder les différents types de données sensibles. Donc, ici, on peut facilement voir la quantité de données sensibles qui a été détectée dans mon environnement. Donc, on voit, des noms complets, il y en a 286 dans mon environnement, dans 167 fichiers OneDrive, SharePoint, Teams, etc. Si on essaie de rentrer, ça nous demande un niveau de permission très élevé, évidemment, parce qu'éventuellement, ce que ça nous permet en rentrant là-dedans, c'est qu'on peut aller même voir jusque le contenu d'un document, le contenu des courriels, etc. Donc, moi, je suis administrateur général de mon environnement, mais j'ai même pas le droit d'aller le voir. Pour être capable d'aller regarder tout ça, je dois aller me donner des permissions supplémentaires qui ne sont pas disponibles au niveau des rôles Azure AD. C'est seulement disponible dans la section ici, Roles and Scopes, Permissions, puis on peut aller se donner des permissions
Microsoft Purview Solutions ici. Un peu de la même façon qu'on va le faire pour tout ce qui est e-discovery aussi, pour avoir les permissions nécessaires pour faire de l'investigation. Donc, Content Explorer pour aller voir quel type de données sensibles sont présentes dans l'environnement. C'est par là qu'on va pouvoir passer. Et évidemment, il y a la section alerte ici pour tout ce qui est Data Loss Prevention. Donc, du moment où les stratégies déployées vont détecter des éléments dans l'environnement, on va voir des alertes commencer à se populer ici qui vont nous permettre d'avoir des informations sur ce qui a été détecté. Dans les alertes, il n'y a pas le contenu en tant que tel, des fichiers et tout ça. Pour ça, on a un petit contexte là, qui nous montre les caractères entourant ce qui a été détecté. Mais on n'a pas de la même façon que Content Explorer vraiment tout le contenu en tant que tel. Et il y a deux onglets Alert. Là. À partir de Alert ici en haut à gauche, on est en mesure de voir aussi les alertes qui sont présentes au niveau du DLP. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de la base du DLP en tant que tel. En gros, juste pour faire un petit wrap-up rapide, c'est seulement l'idée de aller déployer des stratégies, souvent, comme je l'ai mentionné, juste en mode test, en mode détection, sans bloquer rien pour commencer. C'est plus facile de commencer juste avec les services cloud. C'est vraiment les emplacements les plus simples à déployer. Puis on peut déjà avoir un certain gain à aller voir ce qui est présent dans l'environnement. Souvent, données financières canadiennes, données personnelles canadiennes, c'est ce qu'on va vouloir mettre en place. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs autres types de données sensibles qu'on peut aller détecter, notamment GDPR. Si votre organisation fait affaire aux États-Unis, en France, peu importe, il y a moyen d'aller ajouter ces éléments-là aussi et même se créer des types de données sensibles au niveau classifiers, sensitive info types, pour ensuite aller les rajouter dans nos règles DLP. Très intéressant. Et dans le fond, puis, comme tu le mentionnais, moi, je trouve ça très important de l'activer en mode très, très léger pour commencer, pour aller en grandissant. Pour ceux qui s'inquiètent pour la loi 25, ça serait des outils qui peuvent être utiles pour commencer à faire la découverte et aller avancer avec ça. Pour ceux qui sont avec PCI DSS, c'est aussi très important d'utiliser ces règles-là parce que ça nous permet justement d'avoir rapidement d'une façon de sensibiliser l'utilisateur à arrêter d'utiliser par courriel, par exemple, des numéros de carte de crédit pour l'avoir déjà vu ou d'autres éléments comme ça, commencer à sensibiliser puis d'amener ça plus loin, d'amener ensuite l'outil plus loin, de s'en servir un peu plus coercitif, mais au début vraiment en sensibilisation, découverte, familiariser avec nos environnements. Tout à fait. Bon point, puis PCI DSS, en effet, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi vous l'avez peut-être vu, là, on l'avait vu tout à l'heure au niveau des gabarits, c'est présent, ça aussi. Parfait, bien, excellent. Merci beaucoup encore. C'est toujours très intéressant ces éléments-là de faire. Pour moi, ça me fait un petit cours de rafraîchissement parce que les choses sont un peu loin. J'espère pour les autres vont justement apprendre et aller plus loin. Puis en phase 2, on va aller, à partir de cet épisode-là, on va aller beaucoup plus loin avec les différents composants qui sont disponibles. Merci beaucoup.